Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Donc au menu, comme tous les week-ends, vous commencez à en avoir l'habitude, une petite étude de Oman. Donc le tréteau blanc, ils doivent gagner. Donc la situation est assez confuse, on va dire. Donc c'est à vous de débroussailler un peu le terrain et de vous démêler un peu de toutes ces complications qui peuvent survenir. Et ensuite, Laurent va vous expliquer la solution en détail, comme il en a l'habitude. On va essayer en tout cas. Donc situation confuse, je crois, tu as dit exactement, c'est exactement le cas. Donc on est dans une lutte entre la dame pour les noirs et les deux tours pour les blancs. La particularité de ces deux tours pour l'instant, c'est qu'elles sont toutes les deux en prise. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais comme on va le voir, on peut assez simplement trouver une solution par rapport à ça. Mais on peut remarquer d'autres choses. La première, c'est que les noirs ont beaucoup de pions encore. Ils en ont 4 de plus que les blancs. Mais ces pions ne sont pas forcément très menaçants dans un premier temps, et voire même ils pourraient être utilisés par les blancs comme des parapluies, on va dire, les échecs de la dame, les échecs potentiels de la dame noire étant la pluie que l'on va chercher à éviter. On se cache derrière les pions de l'adversaire, on cache notre roi derrière les pions de l'adversaire afin d'éviter ce contre-jeu thématique dans ce type de finale avec de nombreux échecs. Le seul pion des blancs sur F6 peut jouer un rôle assez important, il est finalement pas très loin de la case de promotion. Alors évidemment il y a un gros écueil sous la forme du pion F7, mais il n'est pas très loin de la case de promotion, et il défend aussi la case E7, ce qui peut être un soutien important pour y placer une tour notamment. L'autre particularité, ou l'une des autres particularités de cette position, c'est que les pièces noires ne sont pas excellemment placées, elles sont alignées sur la colonne A, et notamment le roi est au bord de l'échiquier, ce qui n'est jamais vraiment une bonne idée lorsqu'il y a des tours en face. On peut penser au mat de l'escalier, on peut penser à différents mats. Toujours est-il que ces différents éléments, le fait que les pièces blanches soient plutôt bien placées pour attaquer en direction du roi, et que au contraire les noirs n'aient pas trop de jeu et qu'en plus leurs pièces soient mal placées, nous incite à chercher dans cette direction, à chercher à faire mat. Donc le premier coup, il est quasi forcé, j'ai l'impression, c'est de faire tour E7 échec. On ne peut pas de toute façon utiliser une tour pour défendre l'autre, donc comme on ne peut pas se permettre de donner une tour, cet échec-là est relativement simple, relativement trivial. Et comme on va le voir par la suite, que les noirs choisissent de jouer roi A8 ou roi B8, ça va revenir exactement à la même chose. Donc on va commencer par roi A8, simplement parce que c'est la ligne principale, c'est la ligne la plus longue. Et arrivé ici, on va justement se demander comment on pourrait s'en prendre à ce roi noir, qui donc désormais est coupé, comme on a coutume de dire, par la tour E7, et automatiquement, lorsque deux tours sont sur l'échiquier, on doit penser à ce mat que tous les enfants connaissent, qui est le mat de l'escalier. Donc pour y parvenir, il faut que notre deuxième tour puisse s'installer sur la 8e rangée, et le seul chemin d'accès, il est relativement simple, il passe par la case H3 pour menacer ce fameux mat de l'escalier par tour H3. Alors ici, Romu, on constate ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les pions noirs aident finalement le camp des blancs. Oui, exactement, puisque en fait, chaque pion a un rôle important. De toute façon, ça, on l'a déjà répété dans nos vidéos précédentes sur les études. Chaque pion et chaque pièce a un rôle dans une étude. Et là, on voit parfaitement l'illustration. On voit que chaque pion est utile. Par exemple, même le pion G6, euh, pourquoi penser qu'il est utile? Mais en fait, il bouge la colonne G. Et tu l'as dit tout à l'heure, le coup tour H3, c'est le seul coup pour essayer de faire un mat du couloir. Sinon, on aurait aussi tour G3 qui serait un autre chemin possible. Ouais, tout à fait. Donc les pions C7 et C5, C6 et C5, pardon, jouent également un rôle important. Donc le pion C6, bien sûr, empêche que le roi en D6 soit échec. Le roi en C5, le pion en C5, pardon, empêche aussi que la dame fasse un échec sur notamment la case A3 à un moment.
Et donc oui, on voit que donc, tous ces pions sont extrêmement utiles. Donc maintenant, après tour H3, on menace le mat de l'escalier et il n'y a qu'un coup possible pour l'éviter, c'est Dame C8 si je ne me trompe pas. Exactement, on est obligé de jouer Dame C8 parce qu'on n'a aucun échec valable à notre disposition. Le seul échec ce serait Dame D3, mais bien sûr la tour H3 défend cette case. Donc Dame C8 est le seul coup. Et on voit petit à petit les pièces noires devenir de plus en plus passives et les pièces blanches devenir de plus en plus menaçantes. Mais pour l'instant, au premier coup d'œil, on n'arrive pas à trouver de gain. Donc on va essayer d'améliorer encore un petit peu plus notre position jusqu'à obtenir la position d'activité maximale et à ce moment-là se demander si on peut trouver un gain tactique. Donc ce que doivent faire les blancs ici, c'est améliorer la position de leur tour H3 qui désormais ne menace plus mat en H8 mais qui plus est attaqué par la dame. Donc on va améliorer son positionnement en gagnant du temps en faisant échec. Tour A3 échec, roi B8 forcé, tour B3 échec, roi A8 et on arrive finalement au moment qui est le clou du spectacle, on va dire, de cette étude, puisque dans cette position, toutes les pièces blanches sont placées sur la case idéale, quasiment, en tout cas au maximum de leur activité, mais il faut trouver un moyen de donner le coup fatal. Alors Romu, comment on pourrait faire pour donner un indice sur comment trouver ce type de coup? On voit donc que le roi noir est relativement coincé dans le coin en A8, puisque la tour E7, tu l'as dit, joue un rôle hyper important puisqu'elle coupe le roi sur la 7e rangée, et la tour maintenant située en B3 coupe le roi sur la colonne B. Donc, qui dit roi coincé, dit roi en danger. Et donc, les Blancs doivent essayer de trouver comment s'en prendre à ce roi. Mais ils ont besoin de renforts, puisque les deux tours sont très bien placées, on l'a répété, mais à part faire échec en A3 et en B3, pour le moment, on ne peut pas vraiment améliorer leur rendement. Donc il y a besoin de renfort, et ce renfort passe par l'arrivée du roi, qui lui aussi va participer à l'attaque du roi noir. Donc je te laisse le privilège d'annoncer le joli coup. Donc le joli coup, c'est tour E8. Donc on sacrifie l'une de nos deux tours pour dévier la dame de l'adversaire. Alors bien entendu, les noirs n'ont pas le choix, ils doivent accepter cette tour. Et désormais, après avoir dévié la dame, on a le fameux coup de renforcement de l'attaque, comme tu le disais, avec roi C7. Alors, quelle est la différence entre la participation du roi sur C7 par rapport à la participation de la tour sur E7? C'est que le roi non seulement va interdire la case B7, mais il va aussi interdire la case B8, ce qui signifie qu'on crée une barrière le long de la colonne B, et désormais, la menace de mat par tour A3 est totalement imparable. Alors elle est imparable alors que les noirs possèdent une dame et plusieurs pions sur l'échiquier, mais comme on va pouvoir le constater maintenant, les noirs sont totalement impuissants face à cette menace. Premièrement, ils ne peuvent pas donner d'échec. Alors on va vérifier ensemble, mais bien entendu, dame D8, dame D7 ou dame C8, tout ça c'est pas valable parce que la dame se ferait prendre. On pourrait rajouter d'ailleurs aussi le coup dame B8, mais dame E7 n'est pas possible non plus à cause du fameux pion sur F6. Comme tu le répètes assez souvent, chaque pion doit avoir son importance lors d'une étude, et ici on constate que ce pion F6 est tout à fait primordial. On pourrait, et on va aussi souligner le fait que le pion sur F7 et le pion sur C6 gênent la participation de la dame à la défense. Il n'y a pas de dame F7 échec, il n'y a pas non plus de dame A4 échec, mais on a aussi le pion E5 et le pion C5. Pour le pion E5, il n'y a pas de dame E5 échec, et pour le pion C5, on n'a pas le coup qui aurait été très désirable dame F8 pour contrôler la case A3 sur laquelle les blancs vont finalement faire mat. Donc c'est un exemple de domination de la dame de l'adversaire sur un échiquier qui n'est pas totalement vide mais qui est loin d'être totalement rempli, donc c'est quand même assez rare et surtout très artistique. Oui, complètement. C'est un bel exemple de domination, et c'est typique des positions d'études où il y a beaucoup de pions comme ça. Souvent, les pions sont en fait des épines pour le défenseur et prennent souvent des cases
des cases aux pièces du camp qui est en défense. Et là, c'est exactement le cas. On a vu au début que les pions servaient de paravent aux échecs de la dame noire. Et là, ça empêche les moyens de défense que tu as énoncés. Donc un bel exemple de domination avec l'arrivée du roi à la fin qui est vraiment très très joli. Peut-être on peut repasser la solution au ralenti pour que tout soit bien clair. Tout à fait. Donc dans un premier temps, il fallait sauver nos tours et en même temps passer à l'attaque. Donc tour E7 était un coup très naturel. Alors on l'a pas souligné, on n'est pas revenu dessus. Le coup roi B8 ne change rien à l'histoire, voire même simplifie l'histoire, parce qu'après tour H3, dame C8, tour B3 échec, on a la même position que dans la ligne principale, mais avec 2 temps d'avance. Donc on revient sur cette fameuse ligne principale. Après tour E7 échec, roi A8, tour H3, on menace le mat de l'escalier. Les noirs n'ont pas d'échec à leur disposition, ils doivent revenir par dame C8. On améliore la position de notre tour. Après tour A3 échec, roi B8, tour B3, on voit que c'est la même position que si les noirs avaient joué roi B8. Et donc après roi A8, il faut comprendre que toutes les pièces sont bien placées mais qu'il n'existe pas de réseau de mat. Et donc pour créer ce réseau de mat, on a besoin du roi, donc on offre la tour afin de libérer le passage du roi vers C7 et au prochain coup, les noirs ne pourront pas empêcher tour A3 suivi du mat tout simplement. Merci Laurent pour ces belles explications. On espère que cet exemple vous aura plu et qu'il vous sera utile pour progresser dans la résolution d'études. N'hésitez pas à liker notre vidéo et même les autres si cela vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à nous faire des commentaires et à faire vos retours soit par mail, soit en commentant nos vidéos. C'est toujours sympa et important pour nous d'avoir un peu vos avis. Et on vous remercie encore une fois d'être nombreux à nous suivre et pour vos gentils messages qu'on reçoit tous les jours. Ça fait plaisir, ça nous encourage à continuer dans cette voie et on espère que ça vous plaît. Donc on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir. À bientôt.